Oui, exactement. Et il y avait aussi Isabelle, mais je pense qu'Isabelle va revenir après. Oui, Oui. Rachel est en train de se connecter. Mhm. Bonjour iPad, bonjour Jo, on voit juste des petits noms. Est-ce que les gens sont OK dans la discussion? C'est bon. Ouais, je suis en train de les admettre. Si je fais le chat, discussion, OK. Isabelle arrive. Oui. Bonjour Carole. Salut tout le monde. Allô? Ouais. Salle d'attente. Bon, moi, j'ai un appel. Est-ce que ça va tout être des gens de la BTB? Principalement, je crois que oui. Je voulais demander aux gens, justement, ceux qui ont le goût, de marquer dans le chat d'où vous venez. Ça nous donne une idée des gens qui sont là. Bonsoir, René. Isabelle, qui nous dit qu'elle vient de Val-d'Or. Marlena, bonsoir, je suis de l'Estrie. Ah, c'est le fun, on a des gens de l'extérieur. Et vous, José, vous êtes de où? De Rouyn-Noranda, je vais me présenter tantôt. Ben, moi, je suis une curieuse en vie. Hein, Ah, c'est correct. je pose des questions rapides. Surtout que j'ai vu votre nom de famille. Je me dis, bon, je sais qu'elle est parente avec une de mes grandes chums. Qui a le même nom de famille. Ouais, Linda Perrault, je ne sais pas si vous êtes parente avec. Hein? Je ne connais pas de Linda. Ah, bon, ben vous n'êtes pas parente. C'est correct. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu parler de la fibro, l'association de la fibro ici à Rouyn-Noranda. Oui. Oui, j'étais curieuse de voir ça. J'ai plein d'amis autour de moi qui m'ont tagué sur les informations sur Facebook. Je dis, oh, on ne mangera pas ça. Vous venez de Rouen, vous, Carole? Oui, je suis de Rouen. Êtes-vous sur le groupe? Il y a un groupe Facebook confidentiel aussi d'entraide. De l'Abitibi, je pense que je me suis inscrit dernièrement là, quand j'ai vu qu'il y avait Ah, OK. Ouais. Je continue d'admettre. Ça rentre, ça rentre. Oui, pour les micros, au début, je vais, quand la conférence va commencer, je vais informer les gens de fermer le micro. Oui. Ou sinon, tu peux nous clouer le bec. Oui, mais je ne suis pas très habile là, parce qu'on est en co-haute, là, mais Ah, OK. On peut le faire nous-mêmes. donc, il est 18h29. On va attendre encore une petite minute ou deux. Ça va? Oui. Bien sûr que ensuite, je ne sais pas si les gens, vous étiez au courant que la conférence va être enregistrée pour qu'on puisse en faire bénéficier à le plus de gens possible par la suite. S'il y a des gens qui sont mal à l'aise au niveau de la caméra, qui préfèrent fermer la caméra, c'est sûr que c'est toujours agréable pour le conférencier là, quand il voit des gens, mais on comprend et on respecte là, le choix de chacun. Oh, on a des gens de Laval, la secrétaire de la SQF.
En fait, j'habite à Vaudreuil. Ah, à Vaudreuil, Oui. OK. Mais je suis membre à Laval. Et Oui? oui, et là, je vais quitter la SQF à l'AGA de juin et je vais joindre l'association de Vaudreuil Ah, OK. parce que j'ai déjà été à Montréal aussi. OK. Mais c'est le fun de voir les gens qui s'impliquent. Je me suis promenée. C'est correct. Je me sens pas mal moins seule à soir que je vois tout ce monde-là. Oui. Bon, ça semble être tranquille. Pourrais, euh, je pourrais commencer à présenter. Et puis, s'il y a des gens qui se joignent, là, je vais les admettre au fur et à mesure. Si vous me voyez un petit peu déconcentré, c'est parce que je vais admettre des gens. Donc, je vais commencer par me présenter. Mon nom, c'est Josée Perrault. Je suis intervenante à l'Association de la fibromyalgie de l'Abitibi-Témiscamingue. Et ma collègue qui est là aussi, vous voyez à l'écran, Nancy Baudouin, la coordonnatrice de l'association. On est vraiment heureuse avec l'association de se joindre et d'inviter Dr. Rodrigo Diamo ce soir pour une conférence. La conférence est dans le cadre du 12 mai, la Journée mondiale internationale de la fibromyalgie sur la sensibilisation. Le thème de la conférence de ce soir, corrige-moi si je me trompe, mais c'est la révision des nouveaux critères diagnostiques pour la fibromyalgie et les différents aspects biopsychosociaux de la douleur. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole et vous présenter Dr. Rodrigo Diamo, qui est spécialiste à la clinique de la douleur ici à Rouyn-Noranda, au Centre de santé et de services sociaux. Il est aussi docteur en neurologie et elle a été formée spécialisée en gestion de la douleur chronique par l'Université de McGill. Donc, s'il manque des choses, Rodrigo, je vous laisse compléter et débuter la rencontre. Merci. Bon, Bonne soirée. Juste, j'allais oublier, la conférence va durer environ 45 minutes, puis il va y avoir une petite période de 15 minutes de questions à la fin. Et je vous invite à fermer les micros là, au moment où le conférencier va commencer à discuter. Merci et bonne conférence à tous. et bonjour à tous. Je m'appelle Rodrigo Diamo. Avant de commencer, j'aimerais remercier à l'Association de fibromyalgie pour l'invitation et surtout remercier à l'invitation de l'Association de fibromyalgie de la région d'Abitibi-Témiscamingue et parabéniser les beaux services qu'ils vous offrent ici. Comme j'ai déjà parlé à José, il y a quelques personnes, je suis le fan numéro 1 de l'Association de la fibromyalgie d'Abitibi-Témiscamingue. À tous les moments que j'ai un nouveau patient, j'ai fait la publicité. Est-ce que vous êtes capable de voir mes diapos? Oui. Oui, c'est correct, c'est parfait. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais parler un peu sur les critères diagnostiques de la fibromyalgie et on va parler aussi sur les aspects biopsychosociaux de la douleur. Je sais que la majorité de vous ne sont pas des cliniciens, ne sont pas des personnes dans le domaine de la santé. Qu'est-ce que je fais? J'ai essayé de faire d'une façon très informelle pour essayer de vulgariser les informations. Comme José a dit, je me présente. Je m'appelle Rodrigo Diamo. Je suis d'origine du Brésil. C'est la raison parce que j'ai cet accent. J'ai un bac en physiothérapie. Après que j'ai fini mon bac en physiothérapie, j'ai fait une spécialisation en neurologie par l'Université fédérale de São Paulo, au Brésil. Après, j'ai un doctorat en neurologie avec l'Université fédérale et aussi avec une collaboration avec l'Université de Alabama aux États-Unis. Quand j'ai fini mon doctorat en neurologie, j'ai fait 2 post-doctorats. En 2010, je suis allé à Harvard Medical School et quand je suis arrivé ici au Québec, j'ai fait d'autres post-doctorats avec l'Université Laval et là-bas, j'ai appris à travailler avec la stimulation cérébrale non invasive. J'ai vu que la semaine passée, vous avez une petite conférence, qu'il y a quelqu'un qui a parlé de la stimulation cérébrale non invasive et j'ai la fierté de vous dire qu'ici en Abitibi, nous sommes la seule clinique au Québec qui est capable d'offrir ce service de façon gratuite pour les personnes. Quand j'ai fini mon post-doctorat, j'ai un certificat en gestion de la douleur avec l'Université McGill et maintenant, je commence à faire d'autres certificats en expertise médicale par l'Université de Montréal.
Ça va me donner le droit de faire des expertises médicales. Et mon but, c'est de faire des expertises médicales pour les personnes qui ont la fibromyalgie et ont des douleurs complexes. Parce que comme vous avez déjà probablement entendu, tous les moments qu'on va avec un expert, la majorité, j'écoute. Je n'ai pas bien entendu, l'expert n'a pas compris qu'est-ce que j'ai parlé. Et et mon but, c'est de faire une expertise un peu plus de qualité. Et actuellement, je suis le physiothérapeute, je suis le chef d'équipe de la clinique de la douleur au Centre de santé intégré services sociaux de la région d'Abitibi-Témiscamingue. Et je suis aussi tuteur à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Attends, pour changer, il faut appuyer ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler, la première chose qu'on va faire, on va faire une révision des critères diagnostiques de la fibromyalgie. On va parler quelles sont les lignes directrices que le gouvernement du Canada utilise pour faire le diagnostic de la fibromyalgie au Canada. Et après, on va parler un peu sur les aspects biopsychosociaux de la douleur. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que pour moi, la fibromyalgie est une maladie réelle. Elle existe et je la crois. OK? Attends. Et je vous pose une question. J'aimerais savoir comment le diagnostic de la fibromyalgie a été posé par vous? C'est qui a posé votre diagnostic à ce moment-ci? Est-ce que ça a été votre médecin de famille? Est-ce que ça a été un médecin spécialiste? Est-ce que ça a été d'autres personnes? Et quand il a posé ce diagnostic, est-ce qu'il a fait d'examens? Est-ce qu'il a fait des points de pression? OK. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Pendant la présentation, on va faire une révision de comment nous pouvons faire aujourd'hui le diagnostic de la fibromyalgie. La fibromyalgie, ce n'est pas une maladie récente, c'est une maladie qui existe, ça fait des années. Et si on regarde au niveau de la littérature, la première fois qui a été écrite dans la littérature, ça a été pendant le XVIIe siècle. Et à ce moment-ci, les médecins parlaient de rhumatisme musculaire. En 1904, on changeait le nom pour les fibroses. Et en 1953, on dit que la fibrose comme un syndrome douloureux, c'est-à-dire qu'il y avait plus de douleurs dans divers endroits dans votre corps. En 1976, les médecins ont commencé à parler sur le concept de la fibromyalgie, mais à ce moment-ci, les médecins qui ont travaillé avec ça n'ont pas accepté et ont continué avec le diagnostic de fibrosis syndrome, qui à ce moment-ci ont commencé à ajouter les tender points, ça a été le point d'apparition. En 1981, le Collège des médecins aux États-Unis accepte le terme de la fibromyalgie et en 1987, la Société américaine accepte la fibromyalgie comme maladie. Mais après le moment qu'on accepte comme une maladie, il faut avoir des critères de diagnostic. Et c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Les premiers critères de diagnostic de la fibromyalgie viennent des années 90 par l'American College of Rheumatology. À cette époque, pour avoir le diagnostic de la fibromyalgie, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Le patient a besoin d'avoir une douleur diffuse, c'est-à-dire qu'il y a une douleur qui a été le côté droit, le côté gauche, haut et bas, et une douleur qui se promène partout dans le corps. Il faut avoir aussi une douleur chronique, qui ça dure plus de 3 mois, et à cette époque, ça a été à besoin d'avoir la douleur à palpation digitale, ça a été les tender points. Je sais que les personnes qui ont la fibromyalgie plus de temps, probablement ont été diagnostiquées avec ce diagnostic, que les médecins arrivaient et appuyaient les tender points pour savoir si ça a été douloureux ou non. Et pour avoir ce diagnostic, il faut avoir 11 des 18 points qui ont été douloureux pour donner le diagnostic. Et si vous observez ici, j'ai une image que ça a été où étions les tender points que les médecins appuyaient. Et après ça, en 2010, l'American College of Rheumatology a décidé de faire une révision des critères diagnostiques de la fibromyalgie. Et qu'est-ce qu'on a changé? C'est qu'à ce moment-ci, pour avoir le diagnostic de la fibromyalgie, les patients ont besoin d'avoir les 3 conditions suivantes. La première condition suivante, c'est qu'il y a besoin d'avoir la douleur depuis de 3 mois. À ce moment-ci, il faut avoir une douleur entre 3 et 6. Il faut avoir une sévérité des symptômes à 9. Et aussi, il faut avoir l'élimination de toutes d'autres causes qui ça donne des douleurs chroniques comme des douleurs articulaires. Attends, parce que je vois ici pendant le moment que des personnes pour entrer dans la salle.
Qu'est-ce qui se passe ici avec en 2010? Ça a changé beaucoup de choses, mais laisse beaucoup de problèmes aussi. La première chose qu'on a besoin de savoir, c'est avec l'échelle de sévérité des symptômes, c'est-à-dire que nous avons arrêté de faire des pressions, d'appuyer sur le tender point pour donner le diagnostic aux patients. Mais par contre aussi, comme on élimine toute l'autre cause qui ça peut expliquer, il y avait beaucoup de médecins et peut-être même beaucoup de patients que j'ai déjà entendus qui on pense que que a fibromyalgie, c'est un diagnostic de poubelle, parce que le patient a de l'eau partout dans le corps. À ce moment, si on fait un examen, et l'examen, ça donne un négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rhumatologie, il n'y a pas d'arthrite, il n'y a pas de spondylite ankylosante, il n'explique pas. Donc, il y a beaucoup de médecins et beaucoup de patients qui on pense qu'à ce moment ici, la fibromyalgie est devenue un diagnostic poubelle. Et d'autres choses. Ici, c'est un tableau que je vous montre, qui est comment on fait maintenant le diagnostic par l'échelle de sévérité. On demande pour les patients de dessiner où ça fait mal, des endroits que ça fait mal, et on pose la question des endroits que ça fait mal, de 0 à 10, c'est combien que ça fait mal pour donner le diagnostic. Et d'autres facteurs importants avec la révision de 2010, c'est que cette révision de 2010 a commencé à ajouter des symptômes somatiques qu'on a besoin de prendre en compte pour donner le diagnostic de la fibromyalgie. Et comme vous voulez ici, nous avons la douleur musculaire, syndrome de condom irritable, de fatigue, le trouble du miroir, faiblesse musculaire, maux de tête, douleur des crampes, douleur à poitrine, vision floue, fièvre, diarrhée, etc. Sont tous des symptômes associés que la personne qui ont de fibromyalgie peut avoir. Ça, c'est la grande raison parce que je parle beaucoup de mes patients que la fibromyalgie, c'est comme un spectrum. Il y a des personnes qui ont la fibromyalgie qui sont plus légères, qui ont la douleur, mais si on regarde la quantité de symptômes somatiques, il n'y a pas toutes. Mais il y a des personnes qui ont la fibromyalgie qui sont plus sévères, qui vont voir tous les symptômes. Ça, c'est une grande raison parce que la fibromyalgie, ce n'est pas pareil avec tous les patients. Il y a des patients qui vont avoir tous les symptômes, il y a des patients qui vont avoir seulement un, deux ou trois symptômes. Mais c'est un dos, c'est une fibromyalgie aussi. Et d'autres choses qui sont importantes avec les diagnostics 2010, c'est qu'on n'utilise pas d'examen d'image pour faire le diagnostic. Nous pouvons faire des radiographies, nous pouvons faire des scans, nous pouvons faire des résonances. Nous savons aujourd'hui que tous les examens qu'on fait vont démontrer normal. Aujourd'hui, pour faire un diagnostic de la fibromyalgie, c'est à faire avec l'entrevue, un examen physique avec le patient. Oui. Mais la société aussi de rhumatologie aux États-Unis, elle n'a pas été contente avec les diagnostics de 2010 et elle a essayé de faire d'autres révisions. Et que ça a été la révision plus récente que nous avons aujourd'hui pour donner le diagnostic de la fibromyalgie, c'est la qui vient de 2016. En ce moment-ci, on va utiliser les mêmes critères de 2010, que c'est de douleur partout, la douleur entre l'échelle des douleurs, et va exclure des conditions osteoarticulaires. Mais à ce moment-ci, on va ajouter aussi que le diagnostic de la fibromyalgie n'exclut pas la présence d'autres maladies. Et ça, c'est vraiment important parce que comment je dis pour mes patients, oui, vous avez la fibromyalgie, mais vous avez aussi le droit d'avoir une entorse lombaire, vous avez le droit d'avoir une grippe, vous avez le droit d'avoir un diabète, vous avez le droit d'avoir d'autres douleurs, que ce n'est pas la fibromyalgie. Et malheureusement, ce n'est pas ça qu'on écoute de nos patients, et même malheureusement, on n'écoute pas d'autres professionnels de la santé. La majorité, les professionnels de la santé ont l'habitude de mettre toute la douleur comme la fibromyalgie. Et comme vous savez, ce n'est pas ça. Vous savez que la douleur de la fibromyalgie, c'est une douleur. Et si vous avez une douleur ou deux à cause de l'entorse, parce que vous avez fait beaucoup d'efforts physiques, c'est d'autres types de douleurs. Ou si vous avez une douleur de rhumatisme, vous avez le droit et il faut être investigué pour ça. Donc ça, c'est vraiment important. Et ça, c'est les diagnostics que nous avons plus récents aujourd'hui. Comme on a déjà parlé avec mes patients, je crois que il y a des choses, il manque pour nous aujourd'hui encore de technologie pour diagnostiquer la fibromyalgie. Je m'explique. Si on regarde au niveau de l'électricité, l'électricité a été toujours présente dans le monde dans l'époque que l'homme habitait dans la caverne. Mais à cette époque là-bas, même de l'âge moyen, nous n'avons pas de
technologie, des moyens pour mesurer l'électricité. Moi, je crois qu'il y a quelque chose au niveau de la fibromyalgie que la personne a, mais malheureusement, nous n'avons pas aujourd'hui de technologie suffisante développée pour bien diagnostiquer cet aspect de la fibromyalgie. OK? Maintenant, je vais parler un peu sur la partie 2, c'est sur les guidelines sur le Canada. Les guidelines sur le Canada, ça a été basé après le diagnostic de 2010 et ça sont des consensus que la Société canadienne de rhumatologie utilise aujourd'hui ici au Canada pour donner le diagnostic de la fibromyalgie. La première chose qu'on a besoin de savoir, c'est que la fibromyalgie, c'est une maladie qui affecte le système nerveux central, qui affecte le cerveau. Gardez cette information parce que pendant le mois qu'on va parler de la douleur, je vais revenir ici et je vais vous expliquer en plus de détails qu'est-ce qui se passe avec ça. D'autres choses que la société parle aujourd'hui, que les symptômes les plus courants de la fibromyalgie est une douleur considérable ressentie dans une partie ou dans plusieurs parties dans le corps. Et c'est ça que j'écoute souvent dans ma pratique avec les patients. Aujourd'hui, j'ai mal de mon bras. Ah, demain, j'ai mal. Hier, j'avais mal de ma jambe. Euh, la semaine passée, ça a été mon dos. C'était un douleur qui se promène par toute la région de notre corps. Et d'autres choses aussi, c'est que les personnes atteintes de la fibromyalgie peuvent également présenter des symptômes comme la fatigue, des troubles de sommeil, des troubles de mémoire et de la concentration, des changements d'humeur, des, des troubles gastro-intestinaux et une insensibilité à la lumière, à la température et même à la pression. C'est normal, pendant le mois que j'avais diagnostiqué un patient avec la fibromyalgie, pendant mon examen physique, j'avais essayé de toucher pour regarder comment ça se passe au niveau de la tension musculaire et le patient me dit, ça fait mal. Et c'est normal aussi que le patient me dit, j'ai déjà essayé de faire des chiro, j'ai déjà essayé de faire des massages et ça augmente ma douleur. Ça, c'est normal aussi, parce que à ce moment-ci, le système nerveux, il est très hyperréactif et toutes les choses, ça fait mal, toutes les stimuli. D'autres choses qu'on parle aujourd'hui au niveau de guidelines au Canada, c'est que la fibromyalgie est une maladie relativement courante qui touche environ 2% des Canadiens et qui c'est une maladie qui touche plus de femmes que des hommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde, il y a plus de 80 à 90% des personnes qui ont la fibromyalgie sont des femmes. OK? Mais il peut y avoir aussi des hommes, des ados et des enfants. Et je regarde, si on compare avec ma pratique à la clinique ici, ça c'est vrai. Je peux vous dire que la grande majorité de mes patients qui ont de fibromyalgie sont des femmes, ne sont pas des hommes. Je travaille avec la douleur chronique depuis 2016 et jusqu'à aujourd'hui, en 2022, j'ai eu seulement 3 hommes qui avaient la fibromyalgie. Pourquoi il y a plus de femmes que d'hommes? Nous ne savons pas, nous n'avons pas de réponse. Mais d'autres choses qu'on remarque, si l'homme est touché par la fibromyalgie, les symptômes qu'il va avoir sont plus graves que la femme. Si la femme a une douleur de 6 sur 10, l'homme va avoir une douleur de 11 sur 10 ou 12 sur 10. OK? Et d'autres choses aussi que nous savons que c'est impossible de cerner la cause de la fibromyalgie. Mais cependant, cette apparition peut être toujours reliée avec un événement déclencheur, un trauma au passé. C'est normal que pendant le moment qu'on va diagnostiquer la fibromyalgie, on pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça a déclenché la fibromyalgie? J'ai des patients qui m'ont dit, pendant l'enfance, j'ai été victime d'abus physiques, d'abus sexuels. J'ai des patients qui m'ont dit, j'ai vécu un accident de voiture, ça a déclenché. J'ai des patients qui m'ont dit, j'ai perdu quelques proches, j'ai perdu mon emploi, j'avais beaucoup de stress dans mon emploi. Et ça sont toutes des choses que ça peut déclencher la fibromyalgie. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que notre cerveau il a besoin de travailler en équilibre. Après les moments qu'on se passe quelque chose de stress, notre cerveau il va changer de sa zone de confort et il a besoin de s'adapter. Il y a des personnes qui nous savons que le cerveau il est capable de s'adapter, il est capable de trouver cette homéostase, de trouver son équilibre, mais malheureusement, il y a des cerveaux de personnes qui n'est capable. Il garde toujours cette alerte rouge et ça peut donner la fibromyalgie. Ça veut me poser la question, pourquoi ça se passe avec les personnes qui ont développé la fibromyalgie? La réponse est nous ne savons pas. Nous savons aujourd'hui que notre cerveau a la capacité très grande de changer, de s'adapter. Et pour apprendre de bonnes choses, il faut répéter, 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 répéter et répéter encore. Et pour les mauvaises choses, c'est très vite. Seulement faire une fois, notre cerveau il retient des mauvaises choses très vite. Toujours, je donne l'exemple pour mes patients que la langue française,
C'est la quatrième langue que je parle. Et le premier mot que j'ai appris quand je suis arrivé ici au Canada, au Québec, ça a été tabarnak. Pour moi, ça ne dit rien. Mais c'est-à-dire que mon cerveau, il a mémorisé cette mauvaise mot et il a retenu cette information. Ok? D'autres choses aussi, comme probablement vous savez, c'est qu'il n'existe pas actuellement aucun moyen de guérir la fibromyalgie. La fibromyalgie, malheureusement, c'est une maladie qui va rester avec vous jusqu'à la fin de votre vie. Mais nous savons que la médication, l'exercice, la relaxation et des mesures peuvent aider à contrôler la douleur. Ok? Qu'est-ce que je parle pour toujours pour mes patients? Imaginez que la fibromyalgie, c'est comme votre colocataire qui va rester avec vous jusqu'à la fin de votre vie. Ce n'est pas un bon colocataire parce qu'il est toujours faire des bêtises, on n'est pas content, mais il faut apprendre à vivre avec. Il faut l'accepter pour euh, bien vivre avec. Et ça, c'est vraiment important, surtout quand on parle de la diagnostic de la fibromyalgie avec les ados, ou même des personnes qui sont plus jeunes, qui ont diagnostic avec l'âge de 30 ans, qui sont actives encore dans le marché du travail et qu'il faut avoir cette maladie jusqu'à la fin de la vie. J'ai beaucoup de patients qui vont avoir des colères, comme je vais vous expliquer après, de l'aspect psychosocial de la drogue, mais ça, ce n'est pas une bonne chose. Il faut apprendre à bien à cohabiter avec ses colocataires. D'autres choses aussi, c'est que la société de rhumatologie, elle accepte la fibromyalgie, qu'elle peut avoir d'autres symptômes, comme par exemple la sensation de fatigue, de faiblesse, de sommeil perturbé, la irritabilité, difficulté à se concentrer, que c'est toujours appelé comme un fibrobrouillard ou fibrofog. Les patients me disent, ah, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, je ne suis capable de bien penser, des problèmes de mémoire, des maux de tête, des problèmes gastro-intestinaux, surtout la diarrhée, des syndromes de côlon irritable. J'ai beaucoup de patients qui ont des problèmes de vessie, qui disent: «Ah, j'ai besoin de faire plus de pipi que d'habitude». La sensibilité excessive au bruit, à la lumière, aux odeurs. C'est normal que les patients arrivent à mon bureau pour faire le diagnostic de la fibromyalgie, surtout pendant l'hiver et pendant l'été, qu'il y a beaucoup de lumière, que les patients arrivent avec des lunettes de soleil, parce que la lumière, ça l'agresse, ça le dérange. Et j'ai beaucoup aussi de patients la sensibilité à la température. Nous savons que malheureusement, la fibromyalgie, c'est une maladie qui n'aime pas beaucoup le froid. Et ici, malheureusement, au Québec, nous avons beaucoup de froid. Donc, c'est quelque chose. J'en écoute beaucoup, j'ai entendu beaucoup avec des patients qui disent: «Ah, pendant l'été, ça fait du bien, c'est plus agréable pour moi. Et l'hiver, ce n'est pas». OK. Et d'autres choses qui sont importantes de savoir, que les personnes qui sont touchées par la fibromyalgie, à la somme de l'encouragement, c'est là, ça peut expliquer pourquoi sont la clientèle qui sont plus touchées à avoir des problèmes de dépression et d'anxiété. Ça peut expliquer aussi pourquoi la majorité des personnes pensent que les problèmes de la fibromyalgie, ah, c'est un problème psychiatrique. Parce que c'est un groupe de maladies, c'est la maladie que ça va donner plus de dépression, d'anxiété, qui sont des comorbidités psychiatriques. Et d'autres problèmes aussi que j'écoute souvent, c'est qu'à mon avis aussi, la fibromyalgie, c'est la maladie invisible. J'ai déjà entendu plusieurs des fois de mes patients qui me disent: «Ah, j'aimerais avoir une jambe boutée» ou «j'aimerais avoir un crâne». Parce que de cette façon, quand je marche dans la rue, la personne, les autres peuvent voir que je suis malade, que j'ai quelque chose. Nous savons aujourd'hui, et ça c'est d'autres problèmes aussi, c'est qu'on regarde quand les personnes avec la fibromyalgie, l'amplitude du mouvement, la force musculaire sont toujours préservées. Et on ne dit pas que cette personne est souffrante, que cette personne a la fibromyalgie. Ok? Donc ça ont été les guidelines qu'aujourd'hui on utilise au Canada pour faire le diagnostic de la fibromyalgie. Faire un petit résumé, si tu vas avec votre médecin, le médecin il va essayer de faire des points de pression en vous, pour oublier. C'est un médecin qui ce n'est pas bien au courant de nouveaux diagnostics de la fibromyalgie. Maintenant, je vais parler de la troisième partie, qu'on va parler un peu sur la douleur. J'aimerais vous dire que la douleur et la souffrance sont universelles. Toutes les personnes, même les animaux, vont avoir la douleur et la souffrance. C'est quelque chose que toutes les personnes vont avoir, vont déjà vécu aussi.
Selon les ISP, que c'est l'Association International Association pour l'étude de la douleur, c'est l'association plus importante au monde qui fait des études de la douleur. Elle va donner la définition de la douleur comme la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Le grand avantage dans cette définition, c'est-à-dire que nous pouvons avoir la douleur sans avoir de lésion. Ça, c'est-à-dire quoi? Si j'ai quelque chose que je pense que ça va changer mon intégrité physique, que ça peut me faire des menaces à moi, je peux avoir une douleur même sans avoir une lésion, sans avoir une entorse lombaire, sans avoir une blessure. Ça, c'est vraiment important surtout pour nous ici au niveau de diagnostic de la fibromyalgie. Nous savons aujourd'hui aussi que la douleur, c'est une expérience subjective. Ça, c'est le grand problème de la douleur. C'est-à-dire que la façon que je sens de la douleur, ce n'est pas la façon comment vous sentez, et probablement ce n'est pas la même façon que votre voisin sent. C'est difficile aussi au niveau des traitements, parce que probablement, qu'est-ce que ça marche pour moi, ça ne marche pas pour vous, et vice-versa. C'est la raison parce qu'au niveau de la douleur, nous n'avons pas un traitement standardisé à cause du mouvement de l'expérience subjective. Et même si vous pensez aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont, qui ont beaucoup de plaisir avec la douleur. Si on pense au niveau de la Philippine, qui pendant la période de la Pâques, qui vont faire des automutilations, sont des personnes qui ont moins de la douleur. J'ai déjà vécu ici à la clinique de la douleur, j'avais une patiente qui n'est pas d'origine du Québec, elle est venue de l'extérieur, et dans son pays d'origine, elle a mangé beaucoup, beaucoup de côtes. Et une fois, elle a développé une douleur à la côte. Et pour elle, cette douleur, c'était bien relié parce que comme elle a mangé beaucoup de côtes, elle a dit, je sais c'est quoi la côte, et ça a été enregistré dans sa mémoire. Et sa douleur, ça a été beaucoup plus importante qu'avec des autres personnes qui n'ont jamais mangé de côte. Nous savons aussi que la douleur, il y a un mécanisme de protection. Nous avons des voies ascendantes, qui sont des voies qui vont arriver dans votre cerveau, qui vont dire que ça fait mal, comme par exemple, quand je mets mes mains dans le feu et j'ai envoie l'information qui va arriver dans votre cerveau, qui va dire, Rodrigo, vous êtes en train de brûler votre main, enlevez votre main. Et nous avons aussi des voies descendantes, qui sont des voies qui sont capables d'inhiber la douleur. Comme par exemple, quand nous avons frappé quelque chose, nous avons l'habitude de faire comme ça. Ça, c'est une façon d'inhiber la douleur. D'autres façons que nous avons aussi, que probablement je vous ai déjà parlé au passé, c'est la méditation de pleine conscience. Parce qu'à ce moment-ci, on va commencer à recruter des régions qui sont importantes de notre cerveau, des régions frontales qui sont capables d'inhiber aussi la douleur. Et nous savons aussi que la douleur, il y a des composants sensoriels discriminatifs, affectifs et cognitifs. Les sensoriels discriminatifs, c'est comme par exemple quand je touche le feu, c'est-à-dire arrive une information dans mon cerveau qui va dire c'est où que ça fait mal, est-ce que c'est ma jambe, c'est ma main, et c'est quoi que ça fait mal? Est-ce que c'est une brûlure, c'est un choc électrique, c'est quelque chose que ça pique, que ça coupe? Mais nous avons aussi un aspect affectif et cognitif que nous va donner une émotion pour la douleur. Et malheureusement, beaucoup de moments, j'entends les patients me dire, hostie de calice de douleur, que ça me dérange pas tous les moments. J'ai beaucoup de patients qui vont voir la colère. Et ça, ce n'est pas de bonne chose, comme je vous dis. Au niveau de la douleur, nous avons deux types de la douleur. Nous avons la douleur aiguë et la douleur chronique. La douleur aiguë, c'est une douleur transitoire, c'est une douleur de courte durée qui va durer 2 heures par semaine. Il y a toujours une cause précise, comme si par exemple, si je coupe mes doigts, pendant les moments que je vais avoir la guérison, que je n'ai pas de la guérison de mon doigt, de cette blessure, de cette coupure, je vais avoir la douleur. Mais après que ça a été guéri, la douleur, ça a été disparu. C'est la même chose quand, par exemple, vous avez un tendinite ou quand vous avez une fracture de quelque chose. Jusqu'à le moment qu'il y a les processus d'inflammation, on va avoir la douleur. Mais après que le moment de l'inflammation a disparu, la douleur va disparaître. D'autres choses importantes, c'est que la douleur aiguë, elle va disparaître avec le traitement. D'autres choses, c'est que la douleur chronique, c'est une douleur persistante, c'est une douleur qui continue au-delà du temps de guérison. C'est drôle qu'il va y avoir des épisodes, comme on vous parlait beaucoup, j'écoute beaucoup avec mes patients, sont des patients que je vais avoir des crises. Ah, aujourd'hui, j'ai une crise de douleur que ça me dérange, que c'était plus intense que la semaine passée. Et j'ai beaucoup de patients qui me disent, ah, la crise, ça durait 3 semaines, ça durait une semaine.
Nous savons aussi qu'avec la douleur chronique, va avoir une neuroinflammation, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, notre cerveau est capable de digérer de faire de nouvelles cellules. Mais comment nous avons une inflammation systémique, nous savons que cette nouvelle cellule de notre cerveau qui vont développer, elles vont être devenir aussi avec l'inflammation. C'est la raison parce qu'on a besoin de faire beaucoup de changements des habitudes de vie. Et la douleur chronique, elle touche le système moteur, le sensitif, le sommeil, le système digestif, elle la touche partout. C'est comme je parle pour mes patients. La douleur chronique, c'est comme un poison. Elle va toucher tous les aspects de votre vie. Elle va toucher votre vie familiale, votre vie professionnelle, votre vie sexuelle, votre vie sociale, tous les aspects de votre vie. Et d'autres choses que c'est important de savoir, c'est que la douleur aiguë, il y a un but. Le but, c'est la protection. C'est pour dire, il faut faire quelque chose parce que il faut sauver moi. Mais la douleur chronique, il n'y a pas de but. Elle va avoir là-bas. Et ce n'est pas aussi une douleur qui va tuer les personnes. Ok? Et malheureusement, la fibromyalgie, elle se retrouve dans ce type. C'est une douleur chronique, ce n'est pas une douleur aiguë. Mais comme je vous dis, je répète, est-ce qu'une personne avec fibromyalgie, est-ce qu'elle a le droit d'avoir un douleur aiguë? La réponse est oui. Très souvent, j'ai des patients qui arrivent dans mon bureau, qui ont la fibromyalgie, ils me disent, arrivent toutes crispées, capables de bouger. Il me dit, Rodrigo, je fais beaucoup de choses ce week-end, j'ai besoin d'aider mon voisin, ou le soleil, ça a été bien, j'ai fait le vélo, j'ai dépassé mon point de capacité, et à ce moment-ci, il va avoir un douleur aiguë. Et j'explique pour les patients que pour le traitement de la douleur aiguë, ce n'est pas le même traitement de la douleur chronique. Pour la douleur aiguë, on a besoin de faire des repos, chaleur, la glace, et de commencer à bouger sans augmenter la douleur. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu sur la douleur et le cerveau. J'aimerais vous présenter ici un examen, un IRM, résonance magnétique fonctionnelle, d'un cerveau qui a des douleurs chroniques et un cerveau qui a des douleurs normales. Qu'est-ce que nous pouvons regarder? C'est que le cerveau qui a des douleurs chroniques, il est toujours allumé. C'est comme je dis à tous mes patients, c'est comme ça a été en alerte rouge, ça a été toujours faux. Et comme vous pouvez observer, il y a plusieurs régions dans votre cerveau qui vont être allumées. Et les personnes qui n'y a pas de douleur chronique, quand il y a la douleur, vous pouvez regarder qu'il y a seulement de petites régions qui vont allumer. Dans la réalité, la région qui va allumer, c'est le cortex moteur, le cortex sensitif et la partie de l'amygdale, des hippocampes de sensation. Qu'est-ce que je parle pour les patients? Il faut savoir que notre cerveau, il a une capacité très, 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 très grande de s'adapter. Si on pense avec les enfants à l'âge de 2 ans, que ça commence à marcher, que ça commence à parler, ça c'est-à-dire que le cerveau, il s'adapte de bon côté. Mais de la même façon que le cerveau, il s'adapte de bon côté, il peut changer aussi de le mauvais côté. Et ça devient la douleur chronique. Et qu'est-ce que nous savons aujourd'hui, c'est que les personnes, le cerveau de les personnes avec la fibromyalgie, il est toujours en alerte rouge. Donc, peu importe si je fais une caresse ou si je fais une pression, le cerveau, il va reconnaître ça comme un danger, comme des menaces. Et s'il reconnaît comme ce danger, comme des menaces, la douleur va augmenter. Ça va peut expliquer pourquoi la majorité des patients avec des fibromyalgie qui vont essayer la physiothérapie, au départ, ça ne marche pas. Parce que les physiothérapeutes, à cause de plusieurs des facteurs, à cause des assurances, de la quantité de séances, vont essayer de faire ça en environ 10 séances, 10 sessions, ils vont essayer de progresser très vite. Mais après le moment qu'on va essayer de progresser très vite, le cerveau de la personne avec la fibromyalgie n'aime pas ça, il va revoir ça comme danger, comme des menaces. D'autres choses, comme je parle, c'est que ce mode de protection, il est toujours allumé. L'information n'arrive pas à un bon endroit, il va arriver partout dans le cerveau. Nous savons aussi que notre cerveau, il peut avoir la mémoire de la douleur, il peut avoir la mémoire physique et la mémoire cognitive, la mémoire émotionnelle. C'est normal quand le patient va me parler qu'est-ce qui se passe avec lui, comment il a développé la douleur, qu'il va se souvenir d'un détail qu'est-ce qui passait avec son accident. Et c'est normal que pendant le moment qu'il va revivre, qu'il va me parler, ils vont pleurer. Parce que ce sont des parties de notre cerveau qui sont allumées pendant le moment qu'on parle de la douleur ou que nous avons la douleur. Comme je vous expliquais, il y a une augmentation de la perception de la menace. Donc, toutes les choses au mal,
Ça peut expliquer pourquoi il y a des patients qui vont développer des kinésophobies, qui ont de peur de faire des mouvements. Nous avons aussi une diminution de les contrôles moteurs, ça diminue la précision de mouvement, c'est-à-dire que des muscles qui vont devenir plus forts, il y a des muscles qui vont devenir plus paresseux. Et au départ, ça va bien parce qu'on laisse la personne fonctionnelle, mais nous savons qu'avec le temps, ce déséquilibre musculaire, ça va donner des compensations au niveau du mouvement et ça va entraîner la douleur. Et nous savons surtout que la douleur, il y a une très forte connexion avec les émotions. C'est la raison parce que quand le patient il a plus de stress ou ça se passe quelque chose dans sa vie, la douleur augmente. Donc, c'est normal avec ça. Et c'est la raison parce que je parle toujours pour mes patients avec la fibromyalgie. Oui, je comprends que vous avez mal, mais ce n'est pas là-bas, dans votre dos, dans votre pied, qu'on a besoin de traiter à ce moment-ci. La première étape qu'on a besoin de faire à ce moment-ci, c'est ici. C'est de changer la perception dans votre cerveau. Parce que c'est notre cerveau qui va décodifier la douleur. Si vous ne croyez pas à moi, imaginez les personnes qui sont amputées, qui ont perdu un bras ou qui sont amputées d'un bras ou d'une jambe. Probablement, vous avez déjà entendu parler de personnes qui ont des douleurs fantômes. Vous me posez la question, comment si la personne n'a pas les bras ou la jambe, elle sent la douleur de son bras et de sa jambe? Oui, parce que nous avons la mémoire de ça qui ça a été gardé. Et c'est ça qui se passe à ce moment-ci avec la personne avec des fibromyalgie. Le cerveau il reste toujours dans la lettre rouge et on a besoin de calmer les cerveaux, de calmer l'incendie qu'il y a, le stade rouge dans votre cerveau avant de commencer à faire un programme d'exercice. Après que nous sommes capables de diminuer ça, de rééduquer le cerveau, nous sommes capables de faire un programme d'exercice. Et comment nous pouvons faire ça? C'est la méditation, de relaxation, d'apprendre à bouger, sans augmentation de la douleur, acceptation, ça c'est d'autres choses que c'est très important aussi au niveau de la fibromyalgie. Je sais qu'au départ c'est difficile, aucune personne veut vivre, veut avoir un diagnostic d'une douleur chronique, mais qu'est-ce que j'ai remarqué dans ma clinique, après le moment qui vous a accepté, qu'on apprend de la lâcher prise, c'est comme une libération. À ce moment-ci, vous êtes capable d'aller plus loin et de gérer plus votre douleur. Maintenant, je vais parler un peu sur les aspects biopsychosociaux de la douleur. Si on parle au niveau des facteurs de risque psychologiques, c'est important de savoir qu'il y a des personnes qui ont des comportements de la douleur. Ce sont des personnes qui, par exemple, je connais mon pied et je ne vais pas marcher. Donc, je reste couché dans mon lit à tous les moments jusqu'à le moment que la douleur disparaît. Et nous savons ça, que ça, ce n'est pas de bonne chose. Par exemple, des personnes qui ont coupé les doigts et ont fait une tempête d'un verre d'eau parce que ça a coupé ses doigts et sa douleur, c'est plus importante que les autres choses. Nous avons aussi des personnes qui vont somatiser cette douleur. Nous avons aussi des composants psychologiques, des antécédents de violence, de maltraitance à bas l'âge. Comme je vous ai déjà vous dit, j'ai beaucoup de patients qui viennent ici quand ils ont la douleur de fibromyalgie, ou même une douleur pelvienne, qui ont, pendant les questionnaires, si on pose des questions, la 90% ont été abusés quand ils étaient petits. Nous savons aussi que les stress, c'est d'autres facteurs qui augmentent la douleur. Et d'autres choses aussi, c'est la dépendance, surtout la dépendance aux opiacés. C'est normal que les patients arrivent dans mon consulteur, qu'ils arrivent à j'aimerais avoir parce qu'ici à la clinique d'Abitibi, toujours les premières rencontres, c'est avec moi, avec les physiothérapeutes pour expliquer comment ça marche notre clinique, pour expliquer c'est quoi la fibromyalgie et quelle est notre approche. Mais j'ai beaucoup de patients qui viennent ici et qui cherchent un médicament, une molécule spécifique, comme par exemple les opiacés. En petite parenthèse, les opiacés, ça peut l'aider, oui, mais ce n'est pas les médicaments qu'on a besoin de donner en première ligne pour les patients avec la fibromyalgie. Nous avons d'autres médicaments qu'on a besoin de faire ça. Et d'autres choses que c'est important d'expliquer pour les patients, c'est que les opiacés, c'est le dernier médicament que le médecin va donner. Après ça, il n'y a pas d'autres médicaments que les médecins peuvent vous donner pour contrôler votre douleur. Si les opiacés il n'y a pas des effets, ne vous aide pas et vous commencez à augmenter vos dosages, ça va vous donner beaucoup d'effets secondaires et c'est comme vous avez frappé un mot. Après ça, on n'a pas d'autre chose. La seule chose qu'il y a besoin de faire, c'est faire un sévrage ou faire une rotation des opioïdes, qui a besoin de faire avec les médecins. Si on parle maintenant un peu des facteurs de risques sociaux,
Nous savons que les personnes qui sont sédentaires, des personnes qui n'ont pas d'habitude de faire d'activité physique, qui restent toujours à la maison, ça sont des personnes qui vont avoir plus de la douleur que la majorité des autres personnes. Nous savons aussi que la croyance au traitement, c'est d'autres facteurs que ça peut augmenter ou diminuer la douleur. J'ai beaucoup de patients qui arrivent à la clinique et cherchent un miracle. Et je parle pour les patients qui, malheureusement, ici, nous ne sommes pas le département des miracles. On va vous aider à gérer et à contrôler la douleur. Et nous savons que plus de croyances que les patients peuvent avoir à ces traitements, et si ce n'est pas qu'est-ce qu'ils croient, ça peut augmenter beaucoup, beaucoup la douleur. Nous savons qu'il y a aussi que l'isolement social, ça peut augmenter la douleur. C'est la raison parce que toujours, quand j'ai de mes patients, quand des patients de fibromyalgie, je pose la question s'il y a quelqu'un qui peut parler. S'il me dit non, je n'ai pas quelqu'un que j'ai parlé, à ce moment-ci, je parle de l'association de fibromyalgie, de la BTB-Témiscamingue, et même de l'Association québécoise de la douleur, qui a des rencontres online que vous pouvez parler. Et à ce moment-ci, ça fait de bien parler, de ventiler les choses que nous sentons, pour savoir que nous ne sommes pas dans le sol de ce monde, qu'il avait la même maladie que nous, qu'il y a plusieurs de personnes qui ont déjà vécu la même situation que nous sommes à ce moment-ci. J'ai beaucoup de patients qui ont des désirs de guérir, de revenir comme l'état antérieur. Et comme j'explique pour les patients, malheureusement, ça n'est pas possible. Maintenant, vous avez un douleur chronique, c'est un douleur qui va rester avec vous jusqu'à la fin de votre vie. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire à ce moment-ci? C'est d'apprendre à gérer et de la contrôler. Et comme je vous parlais, j'ai beaucoup de patients qui n'acceptent pas la douleur, qui n'acceptent pas cette nouvelle condition. J'ai beaucoup de patients qui vont comment je peux vous dire, magasiner des thérapeutes, magasiner des médecins, parce qu'ils ne croient pas dans le diagnostic. Les médecins le disent, non, je n'avais pas ça. Qu'est-ce que je cherche? C'est une solution miracle. Je vais rechercher un médecin qui va faire une chirurgie dans mon dos et après ça, je vais guérir. Ça, c'est comme j'explique pour les patients, vous êtes libre, vous avez le droit d'échanger, de chercher qui vous voulez pour vous traiter. Mais toute cette énergie que vous dépensez pour chercher, que vous magasinez de nouveaux professionnels de la santé, si vous prenez en charge pour vous cette énergie, pour vous aider, pour apprendre à gérer, ça va vous aider encore plus. Ici, on parle aussi des facteurs de risque biologiques. Nous savons aussi que l'état de santé antérieur, c'est important pour la douleur. Nous savons par exemple une personne qui a déjà vécu un cancer ou la personne qui a des rhumatismes. Ça peut avoir plus de la douleur. Nous savons aussi que le tabac, l'alcool, les drogues, ça augmente la douleur parce que, comme je vous expliquais, nous avons l'inflammation de notre corps qui s'arrive dans notre système nerveux central et nous savons que le tabac, l'alcool et les drogues, ça peut augmenter aussi beaucoup cette inflammation, ça contribue. D'autres choses que nous savons aussi, que ça a bien discuté, hein, parce que, un petit parenthèse, j'étais invité pour faire la conférence la semaine passée, mais la semaine passée, j'étais à Montréal parce que ça a été le congrès canadien de la douleur, ça a été le congrès plus important de la douleur que nous avons ici. Et dans le congrès de la semaine passée, on parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau de les microbiomes, parce que dans notre intestin, nous avons des bactéries qui ont de bonnes bactéries et de mauvaises bactéries. Et aujourd'hui, nous savons que cette bactérie sont capables d'arriver au niveau d'un système nerveux central et ça peut déclencher des douleurs. Et aujourd'hui, il y a quelques évidences qui parlent que la fibromyalgie, ça peut être déclenché pour ça. Mais aussi, aujourd'hui, il y a des évidences qui parlent que la maladie d'Alzheimer et de Parkinson aussi, ça peut être à cause des problèmes de notre microbiome. Ça, c'est la raison parce que c'est important de manger bien et de manger diversifié. Ce n'est pas comme une fois, j'ai posé ma question pour mes patients, est-ce que tu manges bien diversifié? Il me dit, oui, je mange bien diversifié. Les mardis, je mange le pizza et les jeudis, je mange des chips. Ce n'est pas... et les mains diversifiées, ce n'est pas la bonne alimentation. Il faut manger bien. OK? Il y a d'autres choses qui arrivent maintenant que, heureusement, nous n'avons pas beaucoup ici à la région d'Abitibi, sont de la COVID longue. Je sais que mes collègues à Québec et Montréal, il y a beaucoup de personnes qui commencent à développer la douleur à cause de la COVID longue. Ici en Abitibi, je n'ai pas vu encore dans notre clinique de la douleur des patients qui ont développé la douleur à cause de la COVID longue. OK? Si on pense à tout ça, c'est la raison parce qu'aujourd'hui, on utilise un mot qui s'appelle neuromatrice de la douleur.
Je m'excuse pour l'image, je n'étais pas capable de trouver une image en français avec une bonne qualité, mais c'est seulement pour vous dire que nous avons plusieurs aspects de la douleur. Nous avons l'aspect cognitif, nos aspects sensoriels, l'aspect affectif, et ça va changer et qui va vous donner changer de la perception de la douleur, et ça va faire des changements à notre réponse à la douleur. C'est ça qu'on utilise aujourd'hui pour expliquer la douleur, qui s'appelle la neuromatrice de la douleur. Pour finaliser, un des points à retenir, que c'est important de savoir, c'est que la fibromyalgie, c'est une nouvelle maladie. Si on se souvient des choses que je vous dis, les premiers diagnostics que nous avons eus, des critères diagnostiques de la fibromyalgie, c'est des années 90. Et le dernier, ça a été la dernière révision, ça a été en 2016. Et comme vous avez observé, beaucoup de choses ont changé. Et moi, je crois aussi qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et si on pense, après environ 30 ans, que nous avons quelqu'un qui commence à parler de la fibromyalgie, qui commence à faire des études. Si on compare, par exemple, avec des problèmes cardiaques ou des problèmes de cancer ou des problèmes des AVC, ce sont des maladies qui ont été étudiées encore plus de temps, qui ont plus de connaissances que nous avons aujourd'hui. Comme vous avez vu, la douleur, elle est complexe. Ça dépend de plusieurs des facteurs. Facteurs subjectifs, des facteurs psychosociaux, des facteurs cognitifs, des facteurs biologiques. Sont tous des facteurs que ça peut influencer la douleur. Comme je vous dis, pour la fibromyalgie, surtout, et surtout aussi au niveau de la douleur chronique, il faut traiter les cerveaux. C'est là-bas qu'on a besoin de commencer à faire sa rééducation avant de commencer à faire un programme d'exercice, de renforcement, des étirements. Les habitudes de vie et les émotions ont un impact très important dans la douleur. Et, en petite parenthèse, qui est une chose que c'est important de s'adresser dans l'avenir, c'est l'évaluation de la douleur dans l'expertise médicale. Parce que nous savons aujourd'hui que de plus en plus, il y a des personnes qui sont diagnostiquées avec un critère avec une fibromyalgie. Et à ce moment-ci, on a besoin de faire une expertise à cause de ces assurances. Malheureusement, la douleur, ce n'est pas mesurable et la majorité des médecins ne croient pas dans la fibromyalgie. Mais ça, c'est une chose que vous, comme patient, avez besoin de parler. J'ai la fibromyalgie existe pour les assurances, pour les assureurs et pour les médecins, on croit ça. Et mais c'est une chose que dans l'avenir, il faut parler aussi pour l'expertise médicale. Et j'aimerais vous remercier beaucoup pour votre attention et je suis ouvert maintenant pour la période de questions. Merci beaucoup. Et je vais arrêter le partage. Parfait. Merci beaucoup, Dr. Merci. Rodrigo, pour ces informations riches en connaissances sur la fibromyalgie. J'ai vu des petites questions passer. J'invite les gens peut-être à lever la main ou à ouvrir votre micro à tour de rôle sans qu'on puisse parler tous en même temps. Pour poser vos questions directement, et puis Dr. Rodrigo pourra leur répondre. Oui, Il je y en a- vois ici, José, qu'il y a des questions dans le chat. Oui, c'est ça. OK. Il y en avait Que- une sur le... sur le Nabilone, Oui, c'est ça. oui. Si j'ai déjà parlé de Nabilone, vous avez remarqué OK, la moyenne de personnes qui développent la fibromyalgie, après avoir remontré. OK, si on parle primaire de la Nabilone, euh, qu'est-ce que je parle pour mes patients au niveau de la cannabis? C'est que je pose, est-ce que vous prenez la cannabis? Si le patient me dit oui, je prends, pourquoi vous prenez? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous aide pour la douleur ou est-ce que ça vous aide pour dormir? Parce que ce sont deux choses différentes. Si le patient m'a dit non, je ne prends pas, je n'ai jamais pris le cannabis, est-ce que ça vaut la peine prendre la bilone? La réponse est non. Ne faire pas ça. Et même chose, comme je vous ai dit, la semaine passée, j'étais au Congrès canadien de la douleur. On parlait aussi beaucoup de cannabis médical, mais il n'y a pas d'évidence. Est-ce que les médecins vont prescrire le cannabilone? La réponse est oui, mais ce n'est pas le médicament de premier choix pour la fibromyalgie. Nous avons d'autres médicaments et après que ça ne marche pas, à ce moment-ci, ça vaut la peine de faire un essai avec le cannabis, avec le nabilone pour faire ça. OK? Donc, nous avons OK. remarqué dans la région de Montréal que des personnes qui développent la fibromyalgie après avoir contracté la COVID. Est-ce que c'est le même phénomène qui se passe à l'heure? Ici, en Abitibi, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, nous n'avons pas beaucoup de cas de COVID ici. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? Si on pense, c'est qu'avec la COVID, nous savons aujourd'hui
que ça va toucher aussi le système immunitaire, mais ça touche aussi au niveau de notre système nerveux central. Ça change aussi notre perception, notre équilibre, l'homéostase de notre cerveau. Et c'est important pour les personnes qui ont développé la COVID longue pour les croire. Parce qu'il y a beaucoup de choses avec la COVID longue, ça ressemble beaucoup avec la fibromyalgie, avec des symptômes. Mais je ne peux pas vous donner beaucoup d'informations parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience ici dans la région d'Abitibi avec la COVID. Carole a posé une question, est-ce que c'est possible de prévenir ou diminuer les crises? Prévenir, à grosso modo, la réponse est oui. C'est possible de prévenir et diminuer les crises, mais il faut avoir beaucoup de gestion des capacités de la personne. Ici, on parle beaucoup au niveau des points de rupture, de ne pas dépasser son point de rupture, mais la personne, il faut apprendre à respecter, apprendre à écouter son corps. Est-ce que la crise, vont disparaître? Non. Qu'est-ce que je parle pour mes patients? C'est que toujours, nous avons des crises comme ça, des hauts et des bas. Mais après, le moins que vous apprenez à écouter votre corps, que vous avez plus de gestion des capacités, les crises vont faire comme ça. Vont avoir des hauts et des bas, mais des hauts et des bas vont être plus stables. Mais après un jour, ça a changé la température, l'hiver arrive, ça augmente. Mais après, ça revient de nouveau. J'apprends à gérer. J'ai des stress, j'ai des problèmes avec ma famille, la douleur augmente. Et après, elle diminue. C'est ça que je vois de ma clinique et de ma pratique. Je parle toujours pour mes patients qui vivent avec la douleur chronique, vivent avec la fibromyalgie. C'est comme marcher dans un schéma sinueux et étroit, avec beaucoup de courbes. C'est toujours important de garder l'équilibre, parce que si vous ne gardez pas l'équilibre, la douleur va augmenter. Et quand je parle de garder l'équilibre, c'est de gestion de capacité, de manger bien, faire des activités physiques, prenez soin de vous. C'est ça. OK. Si je comprends. Oui, Oui. oui, Oui, René, allez-y. Non, 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 j'ai juste oui. soupiré. OK. Si je comprends bien, évidemment, les agents stresseurs ont beaucoup d'influence sur les crises de douleur, hein? Exactement, José. J'ai beaucoup de patients qui m'ont dit: «Ah, j'ai besoin de faire une expertise la semaine prochaine». La douleur augmente. L'hiver arrivé ici en Abitibi, ça fait -40. La douleur augmente. J'ai eu des problèmes avec de mon emploi, la douleur augmente. J'ai besoin de faire un voyage et la personne a beaucoup d'anxiété, la douleur augmente. Il y a beaucoup de relations avec les émotions, avec la douleur. Et par contre, quand le patient m'a dit, j'ai beaucoup de plaisir, je suis resté avec mes petits-enfants, la douleur, ça a été moins présente. C'est vrai aussi le C'est contraire. vrai. J'ai des patients qui m'ont dit, j'ai fait le coloriage, j'ai découvert le coloriage, ça me fait du bien, ça diminue la douleur. J'ai eu la possibilité de marcher dans les bois et regarder la nature, ça diminue la douleur. Donc, de la même façon que les mauvaises émotions, ça augmente la douleur, les bonnes émotions, ça diminue la douleur aussi. Ça, c'est toujours important aussi que je parle à mes patients. C'est toujours important de faire de bonnes choses, des choses que vous aimez, que ça vous donne du plaisir, parce que la douleur n'aime pas ça. Très intéressant. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Oui, je vois Carole qui lève la main. Ouais, moi, je veux savoir, on parle de bonne alimentation au niveau là, de le fameux gluten qu'on retrouve dans tous les aliments. Moi, je peux te faire dire que le gluten est un conducteur d'inflammation. Parce que c'est vrai que si on le diminue sans l'enlever complètement, que ça peut aider aussi à éliminer ou à diminuer au niveau de la douleur, de la fibromyalgie. Euh, Moi, je suis physiothérapeute. Je ne suis pas nutritionniste. La personne qui peut vous donner plus de choses, c'est le nutritionniste. Mais je peux parler qu'est-ce que je remarque dans ma clinique avec mes patients. OK, Carole? Euh, j'ai beaucoup de patients qui ont changé, qui ont arrêté les gluten et que la douleur a diminué. J'ai beaucoup de patients qui ont commencé à faire une diète céto, ça diminue la douleur. Nous avons des patients qui ont commencé à faire maintenant les jeûnes intermittents et ça aussi, ça diminue la douleur. Est-ce que nous avons des évidences scientifiques pour ça? La réponse est non. Qu'est-ce que nous avons sont des rapports qui, que j'écoute de mes patients. Mais j'ai beaucoup de patients qui me disent, si j'ai beaucoup de patients qui me disent, j'ai arrêté de manger la viande, j'ai arrêté de manger les pains, ça diminue beaucoup ma douleur. Ça, OK, mais ça peut avoir un impact, mais je ne peux pas vous dire 100% parce que je vais parler quelque chose
que c'est dehors de mon champ d'expertise. Merci. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut peut-être juste ouvrir le micro ou lever la main si c'est le cas. Oui, Isabelle. Je sais que vous n'êtes pas nutritionniste, mais quand on dit bien s'alimenter, c'est ce qu'il faut prôner, mais quand on a de la misère à faire nos repas, moi, c'est ce que je trouve une des choses les plus difficiles à faire, c'est faire mes repas. Fait que c'est dur de manger, de bien manger. On mange des choses déjà toutes faites, déjà toutes préparées, ou c'est pas évident. Hein? Je suis 100% d'accord avec toi, Isabelle, et c'est une chose que j'écoute souvent de mes patients qui disent c'est difficile de manger, c'est difficile pour faire le ménage, c'est difficile de sortir de la maison. Qu'est-ce que je parle pour le patient? C'est dit que malheureusement, il y a beaucoup de choses dans la littérature scientifique, dans la littérature médicale, qui ne sont pas pour les patients. Parce que si on pense au niveau qu'on a fait la recherche, nous avons toujours des critères d'inclusion, d'exclusion. Et si on pense à la majorité de notre patients que nous avons ici, vous n'êtes pas des patients qui sont qui font des critères d'inclusion pour avoir la recherche. Parce que tout le monde, quand le chercheur va faire quelque chose, pour qu'il va tester, il va essayer d'avoir la population plus homogène possible pour démontrer son hypothèse, pour vérifier son hypothèse. Mais qu'est-ce que je parle pour mes patients? Oui, il faut manger. Si on est capable, il faut manger d'aliments industrialisés. Mais si vous avez le temps, mangez des fruits, essayez de manger des légumes, boire beaucoup de l'eau, évitez de boire des Pepsi ou des choses comme ça. Ça peut vous aider. Mais je suis 100% d'accord avec toi. Et ce n'est pas seulement, Isabelle, au niveau de l'alimentation, c'est au niveau du ménage et de tous les aspects de la vie. Oui, Mm. effectivement. Si je peux rajouter un petit quelque Oui. chose, moi, je dis souvent aux gens, je l'ai mis en pratique et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, c'est de fractionner les périodes. C'est-à-dire un soir arranger des petits légumes ou des fruits quand ça va bien, en prévision de. C'est sûr qu'on est toujours dans la planification, mais moi, je fractionne beaucoup debout, assis, ou faire les petites choses à l'avance pour avoir des choses prêtes quand ça va moins bien. Des petites choses comme ça, fractionner, ça m'a beaucoup aidé. Mhm. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour Dr. Rodrigo? Non. Non? Ça semble complet. Donc, sur ce, Dr. Rodrigo, je vais vous dire un gros, gros, gros merci. On apprécie beaucoup d'avoir cette riche expérience et connaissances-là que vous nous partagez encore cette année pour une deuxième année. Et on est content de vous avoir en Abitibi-Témiscamingue à la clinique de la douleur. Donc, un gros, gros merci. Et merci à vous tous aussi pour votre présence ce soir à la conférence. C'est enregistré aussi, donc on va pouvoir partager ça à le plus de monde possible pour faire de la sensibilisation sur la fibromyalgie par la suite. Un gros merci, José, pour l'invitation. Un gros merci pour toutes les choses. Et de nouveau, je parabénise pour le travail que vous avez fait ici avec l'association de fibromyalgie en Abitibi-Témiscamingue. Tout le monde que j'ai l'opportunité, je fais votre publicité. Un gros merci. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Sur ce, on termine la soirée. Merci tout le monde. Ben, merci beaucoup. Oui, ça a été super. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. On va attendre pour voir moi et toi, Nancy, pour l'enregistrement. Oui. J'espère que je n'ai pas fait de bouffer. Non, non, je l'ai Ouais. Ben, moi aussi, parce que. Okay. Bon. Fait que j'arrête l'enregistrement.
Oui, c'est vrai. Bonne idée. Fait que techniquement, quand on va fermer, ça devrait fonctionner.